Alors, on va entamer avec un tout petit peu d'avance la table ronde numéro 2. Vous souhaitez vous lancer, nous sommes là pour vous accompagner. Alors, j'appelle un panégyrique. Alors, vous pouvez récupérer des micros auprès de mon collègue qui est juste là, constitué de Frédéric Capmas, Grégoire Burge, Rodolphe Rosier, David Olivier Bouchez, Clément Garrigue, Cécile Fabre, Laurence Petit et Jean-Marc Alexandre. Merci à vous. La scène est à vous. Et très bonne table ronde. N'oubliez pas de porter le micro au niveau du menton, comme de Chavannes. Bonjour, et donc merci beaucoup d'être présent. Nous allons parler entrepreneuriat étudiant aujourd'hui sur Paris-Saclay, avec donc un certain nombre d'acteurs qui représentent différentes institutions académiques. Et du coup, je vais donner la parole en fait tout d'abord à Rodolphe. Donc directeur général adjoint de l'entrepreneuriat à Centrale Supélec, sur notamment l'importance en fait de l'entrepreneuriat étudiant. Donc aujourd'hui, Centrale Supélec en fait donne naissance en fait à de nombreuses startups par l'intermédiaire de ces étudiants. Donc comment vous vous y prenez? Quel est le programme de formation? Comment ça s'organise? Merci Frédéric, bonjour à tous. Donc l'entrepreneuriat à Centrale Supélec, c'est avant tout un programme d'accompagnement global qui s'appelle 21st et qui fait écho vraiment aux défis contemporains aujourd'hui proposés par notre société. Et donc c'est un programme qui accompagne 35 startups aujourd'hui, une vingtaine dans un premier programme qu'on appelle Launch, qui s'adresse vraiment aux étudiants et aux doctorants de l'école. Et également un programme qu'on appelle Build, qui est un programme d'accélération de start-up qui compte aujourd'hui une quinzaine de start-up et qui propose un accompagnement renforcé avec à la fois des connexions justement à notre écosystème de 18 laboratoires de recherche, des connexions également avec notre Fab Lab pour les projets les plus hardware, et également un programme de coaching et un programme de financement également de ces startups avec jusqu'à 100 000 euros de prêts d'honneur et 100 000 euros d'investissement qui sont proposés. Et en tout, sur ces 35 startups, on compte une douzaine de startups deep tech. Donc c'est assez notable, à peu près un gros tiers de startups deep tech accompagnées. Et au niveau plus spécifiquement, par rapport à ta question de l'accompagnement, la formation de nos élèves, je rappelle juste qu'on a aujourd'hui des promotions qui sont assez conséquentes, puisqu'on a jusqu'à 950 élèves par promotion. Donc aujourd'hui, on a un dispositif de manière assez simple qui permet de former tous les ans, en fait, ces 950 élèves lors d'une Startup Week qui va durer plus d'une semaine. On les forme aux fondamentaux de l'entrepreneuriat. Et après, par la suite, tout au long du cursus ingénieur, en fait, ils vont trouver un certain nombre de dispositifs d'animation à l'entrepreneuriat, de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Et ensuite, pour une cinquantaine d'entre eux, un parcours de sensibilisation et de formation entrepreneuriat en première et deuxième année, ainsi qu'une filière en troisième année pour une quarantaine d'entre eux qui compléteront leur formation entrepreneuriat, avec un lien avec, bien entendu, l'incubateur, le programme Launch que je décrivais tout au départ. Donc c'est une vraie logique de continuité et d'écosystème en fait que vous développez à l'intérieur de Centrale Supélec. Du coup, comme parallèle, comment ça se passe en fait dans un autre établissement, du côté d'Agro ParisTech? Donc là, la parole à Grégoire Burger, adjoint au directeur en fait, de la recherche et de la valorisation et responsable de l'innovation. Merci Frédéric, bonjour à tous, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous partager effectivement quelques éléments sur la dynamique entrepreneuriale et innovation AgroParisTech. Juste quelques chiffres pour commencer, nous on a une quinzaine de créateurs d'entreprises par an, et donc ça issu de nos diplômés, et depuis 2017 c'est entre 60 et 80 startups qu'on accompagne. Donc on a plusieurs dispositifs pour accompagner, sensibiliser nos étudiants. On a un itinéraire assez classique pour une école entrepreneuriat plutôt interne pour nos étudiants. Et on a développé un réseau d'incubateurs techniques et scientifiques
qui sont en fait des lieux dans lesquels des porteurs de projets peuvent venir développer des preuves de concept sur différents sujets. Alors nous, on a structuré ça sur plusieurs verticales. Donc ce réseau s'appelle les InLab. Le premier d'entre eux, le Food In Lab, qui est dédié à la partie food tech, et en fait Tristan en a un petit peu parlé parce que Umiami est passé par ici. Muriel Thomas, juste avant, pour Carambouche, en fait, est aussi accompagné par le Food In Lab depuis peu. Donc ça, c'est notre incubateur food tech. Et ça, c'est 45 startups qu'on a accompagnées depuis 2017, donc ça marche plutôt pas mal. On a un Farm In Lab, qui est une ferme expérimentale, et on y reviendra certainement un peu plus tard dans la discussion, et Clément nous parlera de son projet Galinos. On est en train de discuter pour voir comment les accompagner aussi au niveau de cette ferme expérimentale. On développe un Biotech In Lab sur des applications biotech, on a un Forest In Lab sur les applications plus agroforesterie, satellite, etc. Donc aujourd'hui, on a cette capacité à accompagner techniquement et scientifiquement des porteurs de projets, et on fait pas mal de liens en fait avec d'autres structures du plateau de Saclay, notamment Centrale Supélec, puisque le programme 21st en fait est parfaitement adapté pour accompagner des projets que nous on accompagnerait sur une partie technique, plus sur un volet accélération, accès marché, etc. Voilà, donc pas mal de liens avec les acteurs du plateau de Saclay. Je pense à la SAT, Paris-Saclay. Frédéric Chauffour témoignait tout à l'heure pour Seedintech. C'est un projet qu'on a co-accompagné avec la SAT. Évidemment, des liens forts avec INRAE aussi, puisque pas mal de projets sont co-accompagnés. Avec Incube-Alliance, mais ça tu le sais, voilà, on essaye de faire aussi de plus en plus de choses. Mais c'est vrai que sur le plateau de Saclay, sur les sujets agri-agro, on a tout un écosystème qui est mûr pour accompagner les porteurs de projets. Alors c'est un des enjeux de réussir à changer d'échelle en fait en travaillant davantage avec une logique collective et en s'appuyant sur les ressources en fait des uns et des autres. Et du coup, je vais poser ma question suivante à David Olivier Bouchez, donc responsable de l'entrepreneuriat à l'Institut d'Optique Graduate School. Comment tu arrives à tirer profit du PEPIT, qu'on appelle ici sur Paris-Saclay, donc PEPS, et de ces programmes, à savoir notamment, entre autres, le statut national d'étudiant entrepreneur et le diplôme en fait, d'étudiant entrepreneur? Merci Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Comment j'arrive à tirer profit du PEPIT, ce pôle entrepreneuriat étudiant? Donc les pôles entrepreneuriat étudiants existent en France depuis 2014 à travers un statut, le statut d'étudiant entrepreneur, qui passe soit par une formation, soit par la délivrance d'un statut. Si on est étudiant en formation dans une de nos écoles, on peut demander le statut d'étudiant entrepreneur. Et on va voir en quoi ça peut être intéressant en fait de le demander. Et puis, si on est à l'issue d'une formation et qu'on souhaite en fait se former, le PEPIT est là pour ça. Alors, l'intérêt qu'il y a pour un établissement comme l'Institut d'Optique, qui développe sa propre filière, en fait, comme à Agro et comme à Centrale et à la plupart des établissements qui font partie du PEPIT, c'est cette dimension qu'on commence à entendre, c'est d'être relié à l'écosystème entre nous, de l'accompagnement en fait des porteurs de projets. On croit toutes et tous dans la force qu'il y a chez nos jeunes étudiants. On voit qu'il y a des moyens de les accompagner dans nos établissements. À l'Institut d'Optique, il y a une filière étudiant-entrepreneur qui existe depuis 2006. Donc sur le plateau, on a su donc trouver les moyens de les accompagner. Maintenant, en fait, il y a une dimension depuis quelques années qui se renforce, c'est-à-dire qu'on peut travailler entre nous. On peut travailler entre nous avec les différents dispositifs et moyens donc, de soutenir cet entrepreneuriat étudiant. Donc c'est un vrai plaisir d'être dans cette période et d'y participer. Et donc à travers le PEPIT, il y a déjà en fait ces moments dans lesquels tous ensemble on peut réfléchir à ces sujets, les mettre en œuvre et les connecter donc à notre cible, donc les étudiants qui ont ce souhait d'entreprendre. Donc il y a une dimension du statut. On peut accompagner nos étudiants et les amener à se développer à travers ce statut qui leur permet de se connecter aux différents événements organisés par le PEPIT. Et dans le type d'événement qu'on a pu monter cette année, il y a un événement qui s'appelle Team Up, qui est organisé avec Incube-Alliance, qui a pour objectif de faire en sorte que les publics donc, se croisent, donc nos étudiants, les étudiants avec les startups d'Incube-Alliance notamment, les étudiants avec les chercheurs, puisqu'on est sur un territoire dans lequel en fait, la dimension recherche est très importante et pertinente pour le développement des projets. On a également chaque année un grand événement qui s'appelle la Journée étudiant entrepreneur, dans laquelle en fait, tous nos étudiants donc, sont mis à l'honneur à travers un salon, donc, comme un salon professionnel dans lequel ils présentent leurs projets.
également concours de pitch avec différents stades d'avancement. Donc là, c'est l'occasion de connecter, de rendre crédibles et visibles ces projets devant des acteurs socio-économiques qui travaillent avec le Pépite. Donc il y a des investisseurs, il y a des acteurs du développement territorial, il y a un Cuballiance aussi. Et par cela, en fait, on a, nous, en fait, ce lien de suivi et d'accompagnement des projets pour faire en sorte que toutes les étapes soient franchies. Et il y a un dernier événement qui a été aussi organisé qui s'appelle le Challenge Startup, dans lequel donc, les projets les plus avancés ont été accompagnés, et ceux qui ont été jusqu'au bout de l'accompagnement ont pu bénéficier d'une semaine d'immersion à San Francisco pour vraiment en fait, faire en sorte que leur projet se lance. Et à ce moment-là, nous, on a rempli notre rôle et le Pépite le permet. Donc ce que vous voyez, c'est que c'est une vraie organisation d'écosystème qui petit à petit émerge. C'est un écosystème qui est historiquement en fait assez vieux scientifiquement, mais dans le cadre de cette dynamique entrepreneuriale et d'innovation, il est somme toute assez récent. Et petit à petit, en fait, l'enjeu pour passer à l'échelle et pour prendre une vraie dimension internationale, l'objectif, c'est de se retrouver sur des actions communes, de s'appuyer sur les uns et les autres, de telle sorte en fait à construire tout un continuum, tout un parcours qui soit fluide et sur lequel en fait il y ait le moindre effort en fait pour les entrepreneurs, de telle sorte en fait à accéder le plus facilement aux ressources et que ce soit le plus facile en fait pour franchir les différentes étapes en fait de développement des entreprises. Donc il y a maintenant 2 ans, on a été lauréat donc avec l'université Paris-Saclay, la French Tech, la SAT et donc Incuballiance pour amplifier justement cette dynamique deep tech sur l'ensemble de Paris-Saclay. Et dès les phases d'émergence, on investit sur des logiques de couplage, notamment d'entrepreneuriat étudiant avec la valorisation de la recherche. Et donc, ce que vous devez retenir en tant que jeune porteur, étudiant, que ce soit en licence ou jusqu'au doctorat, vous avez aujourd'hui, que ce soit dans vos établissements, dans des structures mutualisées, toute une offre complète qui est capable, en fait, à l'échelle de l'écosystème, de soutenir, en fait, de vous supporter en termes d'aventure entrepreneuriale. Et le premier exemple, très concret, je vais laisser la parole du coup à Clément, qui est un des étudiants de Paris-Saclay, créateur de la start-up Galinios, que je vais te laisser présenter. Et si tu peux revenir un peu sur l'origine de la création et de la dynamique en fait, qui t'a poussé à en être là aujourd'hui, ce sera avec plaisir. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Clément Garrigue, et étudiant en première année à Centrale, et avec Aurélien Amoureux, qui n'est pas là aujourd'hui. On est en train de créer Galinios, donc une start-up qui vise à assister les agriculteurs dans la défense de leur culture face aux dégâts d'oiseaux. C'est assez spécifique. Concrètement, on veut rajouter une couche d'intelligence sur les procédés de détection et d'effarouchement des oiseaux pour les éloigner des cultures, parce qu'ils causent vraiment des dégâts assez colossaux en fait, pour les agriculteurs. Donc voilà pour la petite page de pub. Ensuite, comment c'est arrivé ? Tout simplement, déjà l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a intéressé, pour lequel j'avais déjà la curiosité au départ, avant même on arrivait à Centrale et dans cet écosystème de Paris-Saclay. Et ça a vraiment été accéléré, on va dire, par un des parcours qui est mis en place par l'école centrale Supélec, qui est donc le parcours entrepreneuriat, et qui, en première année, en fait, sensibilise les élèves qui sont intéressés par des interventions diverses et variées d'intervenants qui ont des fois un peu plus en fait, de maturité et qui ont un peu plus, quelques années de plus que nous finalement, et qui ont créé leur propre structure. Et déjà, c'est très motivant et très enrichissant. Et ça donne un peu une idée un peu plus concrète de ce que ça peut être. Et en parallèle, via une mailing list de Centrale, j'ai reçu un mail d'un type un peu louche qui me parlait d'un projet avec des oiseaux, du hardware, etc. Donc ça m'a plu. Et on est entré en contact. On a commencé à travailler ensemble et ça a bien collé. Du coup, on a continué. Et aujourd'hui, ça donne la start-up qu'on est en train de créer.
Et alors du coup, et ça sera ma dernière question en fait pour tous les quatre, mais je vais commencer avec toi, c'est quel conseil en fait donnerais-tu à des étudiants qui souhaiteraient se lancer, qui ont un questionnement, qui sont sur une situation là de se poser des questions en point de bascule? Quelles recommandations tu leur ferais? Je dirais, je commencerai par une observation, c'est que quand on est étudiant en L2, L3, il y a 2, 3, 4 ans potentiellement d'études où on n'a pas cette nécessité d'avoir un revenu, un salaire, puisqu'a priori c'est des années qui sont plus ou moins perdues d'un point de vue financier. Du coup, on a un certain temps libre et des opportunités qui sont fournies par l'école, par l'écosystème en fait, pour permettre de développer des projets. Donc, c'est une question aussi de comment on veut passer sa vie étudiante et même comment on voit après l'école. Donc, si ça intéresse les étudiants, qu'ils n'hésitent pas. Nous, on a pu bénéficier aussi des quelques concours. Donc, on a parlé de la JEE et des quelques événements qui sont organisés à l'échelle du plateau, qui permettent de faire connaître un peu le projet, d'affiner un petit peu les pitchs, l'idée en fait d'être challengé et effectivement d'avoir un petit plus financier pour commencer à financer le projet. Et ensuite, justement, on a pu bénéficier de toutes les ramifications du réseau entrepreneurial avec différentes mises en relation et différents acteurs. Le Fab Lab, 21st, on a été en mise en relation aussi avec AgroParisTech. Donc ça permet vraiment de développer et d'aller plus vite dans justement le lancement de start-up. Peut-être un mot juste, Frédéric, sur la complémentarité dont Clément parle entre AgroParisTech et Centrale. Je trouve que ce qui est très intéressant, nous on forme des ingénieurs agronomes qui ont cette vision, ces connaissances des marchés, de l'agriculture. Par contre, sur des sujets plus intelligence artificielle, hardware, ingénierie, honnêtement, aujourd'hui, on n'a pas les compétences qu'il faut. Donc des projets qui associent en fait des compétences issues de Centrale et des compétences issues d'AgroParisTech donnent des projets comme celui-là. Et effectivement, on a tout ce qu'il faut pour les accompagner sur Saclay. Du coup, je garde la main si tu veux bien pour donner quelques éléments. Sur les secteurs d'AgroParisTech, donc la grille, l'agro, évidemment qu'il faut s'engager. Donc je ne rebondirai pas sur les récents propos de certains diplômés AgroParisTech, mais je pense qu'on a besoin d'avoir des étudiants qui s'engagent. Et l'entrepreneuriat, c'est une bonne façon de s'engager pour bâtir des entreprises à impact. On en a besoin. Et sur les sujets agri-agro, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de financement à aller chercher. Voilà, donc c'est des sujets qui sont plutôt bien financés aujourd'hui. Et on l'a montré, j'espère là, à travers la table ronde, qu'on est aussi capable de bien les accompagner sur Paris-Saclay. Donc à nos étudiants, mais pas que à nos étudiants, engagez-vous sur ces sujets. On saura vous accompagner et on saura vous aider à les financer. Donc maintenant, vous n'hésitez pas, vous allez frapper à la porte de Grégoire. Et du côté de l'Institut d'optique ? Alors l'Institut d'optique est plus généralement du conseil en fait aux jeunes donc étudiants qui souhaitent entreprendre sur le plateau. On sait en fait que sur le plateau, c'est pas évident en fait de comprendre en fait tous les mécanismes et tous les modes de soutien, et pourtant il y en a. Et dans un moment comme celui-ci, on voit qu'on est tous connectés sur le même but. Et si c'est un but d'accompagnement, il ne faut pas hésiter donc à venir donc s'adresser à nous à l'intérieur de votre établissement de formation, et puis aller à l'encontre des autres porteurs de projets à l'occasion d'événements. Les événements, en fait, il y en a beaucoup sur le plateau et un peu au-delà. Donc c'est vraiment un conseil à donner. Sortez de votre zone de confort, allez au-devant donc, de ceux qui le font aussi, et nous, on sera là pour vous soutenir. Voilà. Le réceptacle, le support. Rodolphe, je te laisse... Oui, dans la continuité, moi j'ajouterais juste en effet que n'hésitez pas à vous étudiants, vous doctorants, à vous engager aussi sur des sujets, sur des secteurs professionnels, au-delà des applications grand public. C'est-à-dire, on a parlé biotech, new space, agritech. On a des sujets aussi sur l'usine 4.0, nous, qu'on aborde beaucoup à Centrale Supélec. Donc n'hésitez pas à questionner en fait des professionnels, vos alumni de vos établissements, de vos écoles. Poussez la porte des incubateurs, même si ça vous semble vos projets vous semblent un peu trop verts. On a tout un tas de sujets, de problématiques à adresser, de challenges, de défis qu'on peut partager aussi avec vous. Donc sur tous ces sujets qui feront la deep tech de demain, n'hésitez pas à nous interroger. J'en profite juste également pour dire on lance un appel à candidature à partir de demain, justement sur tous ces sujets, notamment en partenariat avec AgroParisTech, sur les sujets agritech, new space, food tech.
Donc ça peut être un moyen aussi de rejoindre l'aventure. Donc maintenant, vous avez plus d'excuses, n'hésitez pas et allez les voir et allez les solliciter. Messieurs, je vous remercie beaucoup et là, on va en ouvrir une nouvelle page justement en termes d'entrepreneuriat, plutôt côté recherche. Donc je vais garder Laurence avec moi et je vais appeler 2 autres personnes à nous rejoindre. Donc Jean-Marc Alexandre, CEO d'une start-up Sport Quantum. Et Cécile Fabre de la SAT Paris-Saclay. J'ai une petite panne de micro, désolé. Alors, bienvenue à vous sur ce plateau avec là cette fois-ci un autre angle qui est l'entrepreneuriat et le monde de la recherche. Et donc pour commencer, je vais donner la parole donc à Laurence Petit, qui est directrice déléguée à l'innovation, aux startups et aux participations donc du CEA. Aujourd'hui, comment est organisée en fait la détection et l'accompagnement des chercheurs qui souhaitent se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat? Merci, bonjour à tous. Alors peut-être réponse en 2 temps, je vais commencer par la détection et puis parler un petit peu de ce qu'on fait ensuite en termes d'accompagnement. Alors, sur la détection, il y a plusieurs outils qu'on utilise. Je dirais le premier outil, déjà, c'est tout simplement un réseau interne, ce que nous, on appelle au CEA des chargés de valorisation. En fait, c'est des personnes relais dans les différents instituts du CEA et dont le rôle, notamment, c'est d'aller à la rencontre des chercheurs dans les laboratoires, de discuter avec eux et d'essayer justement de détecter, d'identifier les technologies, les résultats de R&D qui ont un potentiel de valorisation, que ce soit par start-up ou par un transfert industriel d'ailleurs. Et donc vraiment, il y a un gros travail qui est fait déjà, ne serait-ce que par ces relais internes vraiment qui sont là pour aller engager la discussion et rechercher vraiment les potentiels de valorisation dans les laboratoires. On s'appuie également, au même titre que ce qui a pu déjà être discuté sur un certain nombre d'événements. On a bien entendu une journée annuelle création d'entreprise avec des tables rondes. Lors de ces journées en particulier, on s'appuie beaucoup sur des rendez-vous bilatéraux pour proposer justement aux chercheurs d'avoir une discussion avec quelqu'un qui s'occupe de l'accompagnement, quelqu'un qui s'occupe du financement. On travaille beaucoup avec Supernova Invest en particulier, pour parler de leurs projets, de leurs réflexions, que ce soit plus ou moins mûr, mais qu'ils aient la possibilité d'en discuter avec quelqu'un. On a aussi des temps un peu plus, je dirais, informels, ce que nous on appelle des start-up cafés. En fait, tous les mois, c'est des rencontres autour d'un café pour les chercheurs qui se posent des questions sur la création d'entreprises ou qui s'intéressent tout simplement au sujet. Et je dirais que quelque chose sur lequel on s'appuie beaucoup, c'est vraiment les témoignages d'entrepreneurs. On essaye vraiment de demander nos anciens chercheurs qui ont créé des entreprises de venir témoigner en fait de leur expérience d'entrepreneuriat, parce que je pense que l'humain, le contact, l'échange et ces témoignages, c'est vraiment ce qui est le plus précieux pour les chercheurs pour les aider à avancer dans leur réflexion. Sur la partie accompagnement maintenant, on a un programme qui s'appelle le programme Magellan. C'est un programme vraiment très complet d'accompagnement à la création d'entreprises. Donc on va vraiment on part des idées de start-up à peu près à la preuve de concept labo, et on les accompagne vraiment de manière resserrée jusqu'à la création de l'entreprise. On a des équipes dédiées à l'accompagnement chez nous, des équipes marketing également pour les études de marché. Dans le cadre de ce programme, on va bien entendu financer la maturation technologique, la maturation marché, toute la maturation globalement du projet. Et puis on a associé à ce programme, je pense qui est assez précieux, je pense que Jean-Marc pourra en parler, c'est vraiment un accompagnement RH qui a déjà été mentionné également dans les tables rondes précédentes, c'est-à-dire que les porteurs, les chercheurs qui s'engagent dans un projet de création d'entreprise, au fur et à mesure, on va leur dégager du temps sur leur temps de travail. Donc,
bien entendu, ils continuent de percevoir leur salaire, pour se consacrer à leur projet de start-up, 20% initialement, jusqu'à 100% de leur temps sur les dernières phases. Et puis, c'est un dispositif on essaye d'être le plus sécurisant possible, pareil, avec un système de prêt d'honneur, et puis un système également de la possibilité de revenir au CEA jusqu'à 4 années après la création de la start-up. Voilà, en fonction de l'évolution du projet, les chercheurs peuvent réintégrer les équipes du CEA s'ils le souhaitent. Alors, du coup, je vais en profiter pour passer la parole à Jean-Marc, donc CEO de Sport Quantum, et avec une technologie qui provient en partie, voire même fortement, du CEA. Donc, est-ce que tu peux illustrer et témoigner peut-être du support et de l'accompagnement dont tu as bénéficié? Bonjour à tous. Donc, Jean-Marc Alexandre, moi je suis le cofondateur de Sport Quantum. Donc Sport Quantum, c'est une société, une start-up issue du CEALIST qui commercialise des cibles électroniques pour le tir sportif. Donc le tir sportif, c'est pas très connu en France, mais c'est comme le 3e sport individuel au monde. Le premier, c'est le golf et après le tennis. Et le 3e sport individuel au monde, c'est le tir sportif. C'est pratiqué dans le monde entier. Voilà. Donc avec mon associé, également issu du CEA, on avait développé une technologie qui permettait de localiser un impact à 100 microns près, donc la taille d'un cheveu. Et mon associé faisait du tir sportif et naturellement, donc on s'est tourné vers ce beau marché. Voilà. On a développé ensemble, donc sur la base de technologie CEA, cette technologie. Et puis, moi, ça me démangeait depuis des années de créer une start-up. Donc, je suis allé voir mon chef, je suis allé voir CEA Valorisation. Je leur ai dit, voilà, j'ai un projet. Donc, ils m'ont dit, OK, tu as un projet, mais maintenant, démontre-nous la valeur de ce projet. Donc, tu as une techno, mais une techno sans marché, ça ne vaut rien. Donc, j'ai commencé à bosser. J'ai fait un pitch devant les membres de CEA Valorisation. Ils m'ont dit, OK, ton projet est intéressant, donc vas-y, go. Pendant 18 mois, tu restes CEA, mais tu travailles à 100% pour ton projet. Voilà. Et à l'issue de ces 18 mois, on verra bien si le projet a de la valeur ou pas. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait une deuxième chose aussi qui était fondamentale, c'est me former. Parce que je ne suis pas modeste, mais je suis un ingénieur. Je n'étais pas un entrepreneur. Et une start-up qui réussit, ce n'est pas 100% dû à la techno, loin de là. C'est dû à 10 ou 20% à la techno et tout le reste. Et tout le reste, il a fallu que je l'apprenne. Donc, ça va de... d'abord, gérer une entreprise, trouver les financements, le commerce, le marketing, la partie RH, qui est absolument fondamentale. Tout ça, il fallait l'apprendre. Donc, je suis allé à Incube Alliance. Je me suis formé à Incube Alliance. Puis après, je suis allé à HEC également. J'ai suivi le programme Challenge Plus et j'ai appris. C'était vraiment passionnant. Donc 3 mois de formation intense et puis ensuite 18 mois de coaching avec des coachs d'Incube Alliance, un coach industriel, un coach financement et un coach business développement. Tous les mois, une réunion, voilà où j'en suis et je repartais avec des solutions ou alors des pistes de solutions. Donc ça a été la première partie de mon parcours, ça a été ça. La deuxième partie, c'était la SAT. Il fallait que je continue à maturer la technologie, parce qu'avoir un proto, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour vendre. Donc il fallait maturer la technologie et la protéger. Donc j'ai monté un projet avec la SAT qui m'a permis de financer des chercheurs du CEA avec qui on a continué à développer la technologie, mais aussi on l'a protégée. On a déposé 3 brevets. Et comme je suis sur un marché mondial, c'est absolument indispensable d'avoir ces brevets. Donc la SAT. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est innover. Donc, je ne pouvais pas me contenter de faire un seul produit. Donc, j'ai créé de nouveaux produits. Donc, j'ai continué à travailler avec le CEA, dans le cadre d'un labo commun. Donc, on a développé des nouveaux produits pour le tir sportif, développé un logiciel pour l'arbitrage de compétition officielle. Quand je dis officiel, ça veut dire que derrière, c'est un logiciel critique. On ne veut pas dire à des sportifs, désolé, le logiciel s'est planté, vous pouvez recommencer la compétition à zéro. Donc on a développé avec le CEA un logiciel critique qui nous permet de manager des compétitions officielles jusqu'aux Jeux Olympiques. Voilà. Donc ça, c'est le 3e volet de l'accompagnement. Donc ce labo commun de recherche avec qui continue. Et puis le dernier, BPI, qui nous invite aujourd'hui... sans argent, on ne fait rien, faut pas rêver. Donc, un proto, il faut le transformer en produit industriel. Donc, déjà, première aide de BPI là-dessus. Et puis ensuite, j'avais besoin de développer beaucoup de logiciels. Donc, pareil, autre projet BPI pour
pour développer mon offre logicielle. Voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que je pourrais vous saouler pendant des heures, tellement c'est passionnant, mais je vais laisser la parole aux autres. Voilà. Non, mais c'est un excellent exemple que dans ces aventures-là, en fait, on passe par énormément de phases de transformation, qu'elles soient humaines, qu'elles soient financières, qu'elles soient technologiques ou sur des aspects marché ou organisationnels. Et en fait, seul, c'est extrêmement compliqué. Il y a besoin de support. Et vous l'avez entendu, là, il y a un certain nombre de structures en fait qui interviennent, et notamment la SAT. Du coup, Cécile, Cécile Fabre du pôle Sciences de la vie, donc à la SAT. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment vous fonctionnez? Comment vous supportez justement les projets? Oui, bien sûr. Donc, nous, on travaille à la SAT Paris-Saclay. Donc, la SAT Paris-Saclay fait partie d'un réseau de SAT. Il y en a 13 en France répartis sur tout le territoire. Et SAT, c'est pour Société d'accélération du transfert de technologie. Donc, notre cœur de métier, c'est de financer et d'accompagner des technologies qui sont donc dans les laboratoires publics. Donc, pour la SAT Paris-Saclay, nous, on accompagne les laboratoires du plateau de Saclay. Et on les accompagne d'un point de vue vraiment scientifique et technologique, d'un point de vue propriété intellectuelle, comme l'a précisé Jean-Marc, voilà, c'est très important pour la suite du projet, le côté juridique et surtout l'adéquation entre la technologie, une très belle technologie qui peut être dans un laboratoire, et sa potentielle application, trouver le marché qui est intéressant pour cette technologie-là. Donc c'est vraiment sur tous ces aspects-là qu'on se concentre et qu'on essaye de faire avancer les projets des laboratoires. Et si les chercheurs expriment le souhait en début de maturation, nous disent ben voilà, nous notre idée ce serait qu'on crée une start-up à la fin du projet, on veut monter dans la start-up, alors que ce soit en tant que CEO ou jouer un rôle en tant qu'expert technique ou autre. Donc chacun choisit quelle est la part qu'il veut prendre dans la start-up, et parfois ça évolue aussi pendant la maturation, justement des chercheurs qui se sentent pas forcément d'être CEO et qui au fur et à mesure que ça mature aussi dans leur esprit finissent par dire ah bah oui, finalement je veux me lancer, je veux être moi-même le CEO de la start-up qu'on va créer. Donc nous on a un chef de projet dédié au sein de la SAT pour l'accompagnement start-up. Donc en plus de tous les aspects techniques, propriété intellectuelle, juridique, on aide les chercheurs à maturer de manière vraiment très très amont par rapport à ce que fait par exemple un incubateur, à réfléchir à quelle serait la start-up qu'ils ont envie de créer, sur quel marché, quels produits, quels seraient les concurrents, voilà, commencer à toucher du doigt un peu tous ces aspects, quelles sont les sources de financement possibles, on essaie de les mettre en lien avec l'écosystème innovation, entrepreneuriat du plateau de Saclay, avec effectivement, comme vous le disiez, très important, le retour d'expérience de d'autres chercheurs qui sont passés par là pour effectivement, c'est quand même assez difficile quand on est issu du milieu académique de se dire du jour au lendemain, voilà, je vais monter ma start-up, j'y vais, il faut quand même, ça prend du temps et il faut faire le chemin à ce niveau-là. Donc on accompagne sur tous ces aspects-là. On est aussi chef de file sur French Tech Seed Saclay, donc sur la partie aussi financement un peu après la maturation, on va dire. Donc voilà, on a accompagné des projets comme le projet de Muriel Thomas que vous avez entendu tout à l'heure, qui est issu du projet du projet PokeUp Lacto Inside. On a accompagné le projet Sport Quantum ou encore Seed in Tech que vous avez entendu tout à l'heure. Donc Frédéric, c'était l'ingénieur maturation qui travaillait sur le projet pendant la maturation, qui travaillait déjà sur le sujet avant. Et avec l'autre ingénieur maturation, finalement, c'est eux, les cofondateurs de la start-up, CEO, CTO maintenant, qui se sont lancés. Donc nous, on les a accompagnés avec évidemment l'INRAE, AgroParisTech Innovation. On les a mis en contact avec des incubateurs et on leur a aussi fait bénéficier de la formation HEC Challenge Plus, justement pour arriver à cette maturité de se dire, voilà, le programme de maturation a duré quasiment 2 ans. De se dire après 2 ans, ça y est, on est prêt. Pas forcément, ça va être facile, mais on veut vraiment se lancer. Donc voilà, à la SAT, il y a une 30aine de startups qui sont issues de nos projets. Et par exemple, l'année dernière, il y avait 3 de nos projets, 3 des startups issues de nos projets qui ont candidaté à iLab et qui ont été lauréats. Donc voilà, on est très fiers que chaque année, il y ait beaucoup de projets qui sont issus des SAT de manière générale. Je crois que c'était 40% l'année dernière des projets lauréats qui étaient issus du réseau des SAT. Et c'est une dynamique qu'on va chercher à amplifier. Tout à fait. dans le temps. C'est le programme notamment Deep Tech Alliance Paris-Saclay sur lequel en fait on travaille et on collabore. Donc voilà, n'hésitez pas en tant que chercheur, vous avez des appels à projets du côté SAT, que vous soyez doctorant, chercheur à des niveaux de TRL
2, 3, 4. Vous avez des programmes en fait à votre disposition pour vous soutenir. Si vous êtes dans des établissements, intéressez-vous en fait sur vos structures de valorisation. Au CEA, vous voyez qu'il y a un fort programme, toute une continuité et des équipes en fait assez vraiment expérimentées en fait pour vous soutenir. Et lorsque le projet en fait commence à se transformer véritablement en projet d'entreprise, vous avez en fait un incubateur dans lequel je travaille, qui est Incube Alliance, créé en fait en 2000 sur une loi de l'innovation et qu'on appelle en fait des incubateurs allègres, dont la mission première était d'accompagner justement les chercheurs en fait dans leur aventure entrepreneuriale. Et petit à petit, l'accompagnement s'est diversifié au niveau de l'incubateur, notamment en termes de profil d'entrepreneurs qu'on accompagne, puisque là maintenant aujourd'hui c'est à la fois des étudiants qui sont sortis d'écoles, des personnes de la société civile ou qui sont issus en fait de corporate, et donc on a toute une offre en fait d'accompagnement, et les derniers d'entre eux, de telle sorte à avoir un accompagnement sur de longues années, puisque vous l'avez entendu de la part de Jean-Marc, ce ne sont pas des aventures en fait de quelques mois, ça nécessite véritablement des années de transformation. Donc là, on est en train de lancer des accélérateurs pour prendre le relais justement en post-incubation, et de telle sorte à pouvoir vous offrir, depuis l'émergence des projets jusqu'à l'amorçage de votre croissance, de votre pré-industrialisation, un accompagnement complet, cohérent, facilité sur l'ensemble de l'écosystème Paris-Saclay. Du coup, je vais m'adresser à vous pour une dernière question. Quelles recommandations aujourd'hui principales feriez-vous à des chercheurs justement qui souhaiteraient se lancer, ou du moins qui auraient en fait une petite graine qui commence en fait à germer? Laurence? Je vais reprendre un peu ce qui a été évoqué par Cécile. Je dirais, nous, on remarque effectivement, enfin, tout au long du parcours entrepreneurial, je dirais, le chercheur évolue, je dirais, vraiment dans son positionnement vis-à-vis de la start-up. Nous, on constate qu'on a quand même beaucoup de chercheurs qui, effectivement, sont un peu réticents à se lancer dans un projet start-up. Ils ont l'envie de valoriser leurs résultats de R&D. Par contre, bon, la start-up, ce qui est tout à fait légitime, ils n'ont pas forcément envie, par contre, de quitter leur métier de chercheur, ce qui peut tout à fait se comprendre. Et donc, vraiment, le message, c'est lancez-vous, parce que je pense que le parcours entrepreneurial est extrêmement enrichissant, extrêmement formateur. Et puis je pense que on l'a vu avec tout l'écosystème maintenant qu'il y a, avec aussi les outils qui ont été mis en place comme Tandem par BPI France, on a vraiment la possibilité maintenant aussi d'aller trouver des porteurs en externe. Si jamais au final le chercheur dit non, moi finalement je ne veux pas quitter mon métier de chercheur, je veux rester en soutien à la start-up mais sans forcément partir dans la start-up, ou avec un positionnement qui n'est pas celui de CEO, eh bien finalement je pense que maintenant il y a les outils, il y a l'écosystème pour accompagner cela. Donc je pense que voilà, il ne faut pas avoir d'a priori pour se lancer. Jean-Marc, au travers de ton expérience, quelle recommandation pourrais-tu faire? Une recommandation, ça serait peut-être un peu court, mais je vais essayer de donner quelques-unes. Bon, la première, vous l'avez compris, il faut se former, ça c'est évident. Si on ne se forme pas, il faut vraiment être très fort pour y arriver, quoi, je pense. Et puis la formation, ça permet de se créer un réseau aussi. Moi, j'avais un réseau d'ingénieurs-chercheurs, mais c'est pas suffisant, hein. Clairement, c'est pas suffisant. Donc, et cette formation permet de créer un nouveau réseau. La deuxième, c'est la notion d'équipe. On met toujours Monsieur Tartampion, CEO de telle start-up. Et ça marche pas comme ça. Il y a toute une équipe derrière, et c'est que l'équipe qui fait tourner la start-up. Et donc, faut bien réfléchir à ça. Il faut rapidement être entouré d'autres personnes qui ont des profils complémentaires. C'est vraiment fondamental. Ils vous apporteront en plus leur réseau. Et puis le dernier point, qui est pas du tout tech, mais c'est la partie financement. Sans argent, on n'avance pas, clairement. Donc il faut être toujours à l'affût de financement pour passer les étapes les unes après les autres. Donc entre les banques, la BPI, les levées de fonds, etc. Tout ça, c'est vraiment fondamental. Sinon, je connais peu de startups qui arrivent à créer de la valeur sans investir. Voilà. Donc trois conseils. Merci. Cécile?
de ton point de vue? Je vais peut-être reprendre un peu des choses qu'on a déjà dites, mais oser se lancer si un chercheur, ne serait-ce que réfléchit à l'idée, y pense. Voilà, oser en discuter avec des collègues qui ont sauté le pas, aller sur des événements justement avec des chercheurs entrepreneurs et se dire qu'une start-up, ça ne réussit pas à tous les coups. C'est vrai, mais dans tous les cas, je pense que c'est une très très belle aventure, que ce soit humaine ou scientifique. Je pense qu'on apprend plein de choses. Donc, quel que soit le résultat de la start-up, je pense qu'on en ressort dans tous les cas grandi. Donc, si on a l'envie, il faut y aller, il faut se lancer. Et il y a des start-up qui échouent, bien sûr, il y a des start-up qui réussissent très bien. Mais dans tous les cas, je pense que ça fait vraiment grandir humainement. Donc face à ce vent positif et l'ensemble de ces supports, vous n'avez plus aucune excuse. N'hésitez pas, il y a énormément de structures en fait aujourd'hui en support qui sont là vraiment pour vous accompagner. Le dispositif s'enrichit jour après jour et donc voilà. N'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour vous accompagner et vous aider dans l'ensemble de cette aventure. Je crois que vous aviez une question. Alors, facile, on n'est pas allé jusque-là. Hein. L'aventure est vraiment complexe et sur la durée, il y a beaucoup de persévérance, de résilience. Vous l'avez entendu, un projet d'entreprise, c'est énormément de domaines en parallèle en fait, à gérer petit à petit en parallèle, beaucoup de phases de transformation. Donc voilà, ce n'est pas simple. Maintenant, oui, il y a des dispositifs qui existent. Il y a des lois cadres, notamment pour faciliter côté recherche, en fait, l'accès en fait à cette dynamique pour les chercheurs, avec différents d'ailleurs dispositifs en termes pour être mis à disposition, de mise à disponibilité, de basculer véritablement complètement dans l'entreprise, en fonction en fait des projets professionnels que peut en fait avoir le chercheur. Pour l'enseignant chercheur, il y a une dimension là formation qui est à prendre en compte. Et là, il faut vous orienter vers vos services en fait de valorisation administrative qui pourront en fait vous accompagner dans les dispositifs en fait qui peuvent être à votre disposition. Mais aujourd'hui, vous êtes dans une période et dans un contexte qui est extrêmement favorable pour soutenir en fait la démarche entrepreneuriale. Donc normalement, vous devriez pouvoir trouver en fait une réponse qui doit venir en fait en support en fait à votre démarche. Dire que ce sera aisé et facile, je n'irai pas jusque-là. Merci. Voilà, merci beaucoup. C'est cette fin de cette table ronde. Donc merci à tous nos intervenants et je vous souhaite une bonne continuation.